je suis citoyen de Russin depuis toujours. Je suis né dans cette ferme ici, le 9 janvier 1935. La chambre est là en dessus, vous voyez, elle est en face de moi. Et puis j'ai toujours vécu là. Et votre famille aussi a vécu ici? Mon père est venu en 1933, il a acheté la ferme en 1933. Donc ma soeur et mon frère sont nés à Genève, mais les 3 autres frangins sont nés ici. Mais qu'est-ce qui a attiré vos parents ici à Russin? Alors, ma mère venait d'origine d'Ornières. Son père, qui a fait des belles affaires avec l'agriculture, il a pu acheter des campagnes à tous ses enfants, aux 4 enfants. Et puis la maman devait partir parce que son frère reprenait la campagne familiale à Ornières. Alors, son père lui a choisi une campagne. Il y avait une campagne à Corsier et puis une campagne à Genève, à Russin. Et puis, c'est tombé dans les années 33 que la famille des Bayet, qui était propriétaire de cette campagne et du château à côté, voulait vendre. Puis elle est venue dans la publication dans les journaux. Mon grand-père, qui avait l'œil sur les affaires, a tout de suite vu ça. Il a comparé avec ce qu'il avait à Corsier, et il a dit « je viens Russin ». Puis l'avantage de ça, c'est que mon grand-père avait l'argent liquide facile, parce qu'il avait bien travaillé dans sa vie. Il est arrivé vers le propriétaire, M. Antoine Desmaillet, lui dit « voilà, tu en veux tant, moi je t'en donne tant ». Il avait l'argent avec lui. Il a payé directement. M. Antoine Desmaillet n'a même pas résisté, il a dit « je prends quelqu'un qui me paye tout de suite », alors qu'il y avait beaucoup d'autres qui étaient dessus, mais qui n'avaient pas les sous. Combien d'hectares, vous savez? Alors il y avait, à ce moment-là, il y avait environ 8 hectares de propriété de vignes. Et puis il y avait 35 hectares de grande culture. Et les arbres fruitiers n'existaient pas, c'est mieux après coup, c'est moi qui les ai créés. Mais c'était. Et puis il y avait le bétail, ce moment-là. Il y avait bétail, grande culture, je dis grande culture, c'est blé, céréales et autres, et vignes. Le problème qu'on a eu, c'est que ma mère et mon père venaient d'un milieu qui ne connaissait pas les vignes. Puis mon grand-père, il a dit, oh, il va s'adapter, mais mon père a eu beaucoup de peine à s'adapter à la vigne. Il adorait le bétail. Alors que moi, j'étais le sens inverse. Je détestais le bétail et j'adorais les cultures spéciales. Donc vous avez repris, en fait, la ferme à la retraite de vos parents? Oui, mon père, après la retraite, c'est tombé juste quand on s'est marié, donc il y a 55 ans. Donc en 1963, mon père avait 65 ans. C'est le moment qu'il a choisi pour me remettre. Mais avant que vous repreniez, donc vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous viviez ici avec vos parents, le travail de la terre? Ça, c'est vrai, c'est une période très difficile. Moi, oui, j'ai toujours aimé la campagne. J'ai fait mon école primaire à Russin, enfantine, primaire et secondaire à La Plaine. Primaire à Russin. Et j'ai toujours aimé le métier de paysan. J'ai toujours donné un coup de main à mon père. Dès que j'avais 15 ans, j'allais même à l'école le matin avant d'aller à l'école. J'allais avec le vélo, j'avais une hotte sur le dos, et les gens ne revenaient pas déjeuner, ils déjeunaient sur place. Alors, je leur portais avant d'aller à l'école, donc je me levais à 6h le matin, je partais avec ma hotte, et à 7h10, je devais être à l'école secondaire, La Plaine. Mais ça ne me disait rien, mes frangins ne voulaient pas, puis moi je le faisais. Puis le papa, il a tout de suite vu que j'aimais ça. Alors, en 1950, quand j'ai quitté l'école secondaire obligatoire, ma formation, c'était quoi? D'être dans le métier. Mais il y avait une habitude à ce moment-là, c'est que tous les jeunes paysans qui restent à la campagne devaient faire une année en Suisse allemande pour apprendre la langue. Alors, à 16 ans, mon père m'a envoyé en Turgovie, dans une exploitation que j'aurais bien voulu chausser des vignes. C'était 50 vaches, du bétail, et je ne pouvais pas sortir, parce qu'il fallait le matin se lever à 5h, l'après-midi, le dimanche, j'avais des copains là-bas, on ne pouvait pas sortir parce qu'il fallait revenir pour traire.
J'ai fait une année de misère. Et puis en plus de ça, je vais vous raconter un souvenir. À ce moment-là, mes frères, on était des mordus de football. On adorait le football. Et on voulait faire le football de compétition. Alors, mon frère voulait aller aux Servettes. Moi, à tout moment, on nous demandait pour aller aux Servettes. La mère ne voulait pas. La maman ne voulait pas. Il disait non, vous n'allez pas là-bas, vous serez perdus, vous allez en ville, ça sera la débauche. Alors, elle ne voulait jamais. Alors moi, pour le seul moment où j'aurais pu pas être sous sa direction, c'était de partir en Suisse allemande. Alors j'avais combiné pour avoir une équipe, le FC Frauenfeld, pour jouer en première ligue. Bon, j'étais tout content, le transfert avait été fait. J'arrive là-bas, le patron vient me chercher à la gare. On a fait 6 km dans les forêts, fermes, ici des fermes, du bétail. Tout d'un coup, on arrive dans une ferme, mais toute seule, j'étais à 4 km d'un petit village. Le football, j'ai pas vu le ballon pendant une année. Alors, ça m'a dégoûté, ça m'a fini de dégoûter des vaches. Et quand je suis revenu, on a eu des années très difficiles, vous voyez. Après, on a eu le gel, 2 années de gel. Après, on a eu la grêle, on a eu beaucoup de papa. Il avait la peine à tourner, c'était la misère, vous voyez. Moi, je vois toujours arriver les factures, des nouvelles factures qui n'étaient pas payées. C'était la maman qui n'était pas contente. Alors, je voulais en 56-57, quand on a eu le gel, je voulais partir. Je suis arrivé à Elpin, j'étais là. Je dis, papa, moi je pars. Je reste pas par là, ça va plus. Je vais faire comme mes frères, une formation. Alors, tu restes. Je dois rester, il n'y a personne pour l'exploitation. Puis, il m'a fait rester presque de force. Hein. Puis à ce moment-là, on obéissait aux parents, hein. On ne pouvait pas dire autrement. Alors, je dis, je reste. Et puis, en 56, 57, 58, tout d'un coup, on a eu une année merveilleuse. L'agriculture de Berne nous poussait à se diversifier, alors on pouvait faire du raisin de table. Et j'avais fait avec papa 40 tonnes de raisin de table à 1 franc 20, 50 000 balles qui arrivent dans la caisse. Mon père, il était venu. 59, la même chose. 60 pas, mais 61, on a recommencé. On a eu 5 années de belles années de vignes. Alors le papa, il avait arrivé l'argent, puis moi j'ai vu que ça allait mieux, je suis resté. Et puis 61, bien, 62 aussi bien, 63 on se marie. La pluie, sans arrêt, la pluie. Avec ma femme, on tombe mal. Une année, tous les blés étaient germés, tout ça. Mais c'était le début des belles années. Vous voyez, l'agriculture était tout en bas après la guerre, et on commençait à bien vivre. Et c'est là que je suis resté définitivement, quoi. Puis après, avec ma femme, on s'est diversifié, on a fait beaucoup de choses, et puis c'est parti. Donc, vous voyez une nette différence entre les générations. Il y a eu il y a eu un changement total. Mon père ne comprenait pas. Il m'a pas compris tous les virages, toutes les directions que j'ai prises. Vous voyez, j'ai arrêté le bétail. Ça, c'est toute une histoire sur le bétail. Vous voyez, à la porte, là, au fond, quand les bêtes sortaient, moi, je devais les mettre au parc, et puis... Quand je voulais venir les chercher pour traire, des fois j'étais trop tard. Les bêtes criaient parce qu'elles n'étaient pas traites, vous voyez. Puis le papa il voyait bien que je n'aimais pas, mais il voulait que je reste. Alors j'ai gardé encore 7 ans le bétail avec mon épouse pour faire plaisir à mes parents, surtout à mon père. Et puis à un moment donné, j'ai réussi à lâcher le bétail. Je ne faisais plus du lait, mais je faisais la viande. Puis après, la viande, 10 ans après, dans les années 63, 73, j'ai tout abandonné le bétail et puis je me suis lancé dans le fruit. Puis le papa, là, il n'a rien dit. Il secouait la tête des fois, mais il n'a rien dit. Puis il a vu que c'était le bétail, ça n'allait plus. Oui, le bétail. On n'est pas... Vous voyez, aujourd'hui, on sortait le bétail qui est dans cette porte là-bas, sortait dans la cour, allait traverser le village devant chez vous, là, puis on n'allait pas tuer l'autre côté. Vous sortirez du bétail maintenant. Non, c'était toute une autre vie. Et puis vos parents habitaient donc jusqu'à la fin, habitaient avec vous? Oui, ils habitaient. J'ai fait une année avec eux, dans la ferme. Puis après, la maison où on est maintenant, elle n'était pas encore transformée parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Alors on a attendu une année. Puis après, mes parents étaient de l'autre côté, puis moi je suis venu à la ferme.
D'accord, ça se passait bien. Ouais, c'était bien. J'aurais pas pu. Mes parents, ça allait, mais on aurait. Bon, mon épouse est beaucoup plus conciliante que moi parce qu'elle savait prendre mes parents, mais je n'aurais pas fait une vie ensemble. Quand on n'avait pas d'enfants à ce moment-là, ça allait bien, mais ça n'aurait pas été autrement. Parce que papa, il voulait pas qu'on sorte le soir, il voulait pas qu'on aille dans les bals du village. Oh, mais je crois que vous pouvez le mettre ça. J'ai un souvenir. On aidait tous les copains par là. On allait au bal du village. Alors ma femme, toute l'équipe, on allait danser, tout ça. Puis à 2-3 heures du matin, quand je rentrais, j'arrivais à 100 mètres de la maison. Il y a une fontaine, là, les Moutères, là, vous verrez. Ma femme s'arrêtait, enlevait ses souliers pour marcher à pied, sans chaussures, parce que ma mère entendait le bruit des souliers de mon épouse qui rentraient. Et ça, elle allumait, puis elle nous voyait rentrer. Alors on enlevait les souliers pour pas qu'elle entre. Mais ça, vous étiez déjà marié. Déjà marié. Mais avant d'être marié, ça devait être aussi difficile. Alors c'était beaucoup, oui, parce que mes parents étaient assez religieux. Alors que moi, je l'étais beaucoup moins. Et puis, ils ne voulaient pas qu'on fasse ça, ils ne voulaient pas qu'on fasse comme ci, ils ne voulaient pas comme ça. Mais il y a aussi un souvenir, je peux vous le raconter, puisque vous voyez la porte d'entrée qui est ouverte là. Mes parents, avant qu'on se marie, c'était un lieu de culte, là, il y avait un lieu. Alors les gens venaient, il y a 6-7 familles qui venaient tous les dimanches matins ici. Puis moi, je devais m'occuper de la salle, toujours en ordre que le chauffage soit bien, parce qu'il y avait la Sainte Seine, tout ça. Et ils étaient très religieux, puis moi, on n'était pas, nous les enfants, on n'était pas. Parce que on était mordus du football, on était très sportifs, on ne pensait pas religieux. Et puis les parents nous ont tellement bridés, ça vous pouvez le dire, parce que on était vraiment, aujourd'hui je raconte ça à mes petits-enfants, ils n'y croient pas. On était là où on est assis, vous voyez, il y avait l'instruction religieuse pour les jeunes, on était là. Et puis, le terrain de football qui est là-dessous, on entendait des cris « Goal, goal !» Puis nous, on adorait d'aller voir le match. Ils ne voulaient pas qu'on aille au match, puis ils voulaient qu'on reste là. Alors là, ils nous ont dégoûtés de tout. Mais même tous mes frangins, on était 4 en famille et une sœur, on était tous dégoûtés. Mais votre enfance à Russin, c'était quand même des temps où c'était la belle vie. C'était la belle époque, oui. Quand on avait des copains, on jouait au football, on s'amusait ici, c'était un lieu de rencontre ici. Tout le monde venait ici parce que on était des fois des 20, comme Luc de Baillet, Claude, tout ça, ils venaient là. On s'amusait, puis la maman nous faisait la soupe le soir. Et puis la soupe, on avait la soupe, un peu de soupe, bout de fromage, puis tout le monde avait ça. Et puis le séquoia, il y avait des branches jusqu'en bas, on pouvait monter, on allait manger la soupe tout en haut. Il a 33 mètres. Dans le tilleul, de l'autre côté, où il y a mon frère aussi. Alors tous les gens, puis on jouait à des jeux, îlets, cache-cache, ou des combis comme ça. Puis on venait tous là en bas, là. Puis on descendait dans le parc. Là, ici, derrière, quand il faisait des hivers plus violents que maintenant, pendant un mois de janvier, on skiait. Tout le monde venait skier là-dedans, il n'y avait pas la vigne. Il y avait les vaches, puis il y avait les piquets, alors on faisait du slalom. C'était un centre, là, tout le monde venait acheter, parce qu'on était 4 frangins, 4 garçons, alors ça attirait tout le monde. Mais on a fait une belle jeunesse, alors ça... Vous étiez toujours dehors? Toujours dehors, et puis on n'a jamais manqué de rien, quoi. On a toujours été, mais elle nous a travaillé, vous voyez, ça a été dur, vous voyez, pendant la guerre, après la guerre, il y avait la vogue dans le village, ça vous pouvez le marquer, ça. Alors la vogue, c'était une fête annuelle villageoise. Elle n'y est plus maintenant, mais c'était toujours le premier week-end du mois d'août, comme le 10 août, vers le 10 août. Alors, nous, on voulait aller à la vogue pour aller au balançoire, carrousel, tout ça. Mais la maman, elle ne voulait pas ces vogues. C'était contre la religion, les gens s'amusaient pas comme elle aurait voulu. Alors elle nous envoyait, les 4 garçons, chez son père, à Agnières. On allait en vacances pendant un mois, là-bas, on était au bord du lac, mais alors, pour pas qu'on soit à la vogue. Par contre, quand on était là, avant la vogue, nous, tous les jeunes copains, ils jouaient à faire des jeux dans le village, puis nous, on devait aller dans la vigne,
couper l'herbe, couper les chardons avec la petite sauve aussi. Mais on a eu fait des heures, et puis qu'on entendait les copains qui s'amusaient, oui. C'est pour ça qu'on a eu quand même une enfance assez difficile. La maman était dure avec nous, mais bon, ça fait du bien. ça nous a préparé pour la vie. Si vous deviez comparer maintenant un peu le paysage, la nature, comme c'était avant, avec maintenant, ça a changé? Oui, ça a changé parce qu'avant, on est dans la London. Nous, notre bonheur de jeunes, c'était de descendre à la London, comme maintenant, d'aller se baigner à la London, puis de remonter. Alors on descendait, des fois on dormait là-bas en bas, on mettait 4 piquets avec un fleurier, puis on avait notre tente, là, puis on restait là-bas. Les parents ne s'occupaient pas de nous, hein. Il n'y a pas eu d'accident, ils ont une chance, mais on était très libres de ce côté-là. Alors, nous, de bonheur, c'est de descendre à London, se baigner. L'eau, elle avait 17-18 degrés. Et quand elle allait au lac, elle en avait 23-24, vous voyez. Mais on ne sentait pas le froid, c'était merveilleux d'aller. Il y avait des poissons encore à l'époque. Il y avait des serpents aussi. Les serpents, les serpents. Combien de fois les serpents, il y en a qui sont partis. Moi, une fois, j'étais sur une pierre là-bas en train de me bronzer, parce qu'il y a des jolies pierres. La vipère a fait comme ça, passé, je ne l'ai pas vue. Mais tant on n'attaquait pas, elle ne bougeait pas. Mais pour dire, il y avait l'animation. On faisait là-bas, on avait fait une baraque là-bas en bas. On avait fait une maison avec des planches, on descendait des planches, tout. Puis on restait là-bas en bas. Mais c'était bonheur. On avait une autre manière de se distraire. On prenait des jeux naturels. Maintenant, on ne pouvait plus aller à London. C'est ça que je reproche. On n'a plus le droit de descendre. Alors qu'avant, on faisait comme on voulait. Mon papa, il avait un champ là-bas en bas. On allait de temps en temps lui donner un coup de main pour qu'il coupait le blé, parce qu'on devait mettre en paquet. Mais il y avait une source, la London. Alors c'était plaisir. La maman nous faisait une limonade gazéifiée. On mettait cette bouteille dans la source, puis on buvait ça. C'était frais. C'était un bonheur. L'animation de la London, pour nous, c'était une distraction merveilleuse. Tous les jeunes étaient là, ils venaient s'amuser, après on partait à la London, on remontait, on faisait jouer au football, parce qu'on avait un pasteur qui s'appelait M. Benoît. Alors, il était mordu de football. Il nous entraînait partout. On avait un petit stade, les têtes du violet là-bas. En bas, on avait un petit terrain, dans des cailloux, on jouait. Et puis les Gaules, on avait mis 2 bâtons, vous voyez, et on allait tous s'amuser là-bas, jouer au football. On avait même fait un petit club qui s'appelait FC Russin. Puis la maman d'un bon copain, Madame Robert Desbayelles, nous avait payé des maillots. Alors tout le monde venait, ceux de Dardagny, ceux derrière la ville, on venait tous là-bas en bas. Mais c'était un terrain, mais des cailloux. On ne s'est pas cassé les jambes. Mais on s'amusait autrement, mais on était heureux. Mais entre garçons alors, toujours? En garçon. Ah oui, les filles étaient bien mises de côté. Elle ne sortait pas. Il y avait juste une fille de Robert Desbayelles, Lisely, là. Elle voulait toujours, elle adorait le football. Alors je jouais avec nous, elle avait un bon pied gauche, mais c'était la seule. Mais elle nous suivait difficilement parce qu'on la mettait de côté. Alors les filles, alors on jouait le soir. Il y avait un jeu qui s'appelait la main chaude. Alors on devait se mettre les filles et les garçons tous ensemble, comme ça, avec les 2 mains comme ça. Et puis une qui était nommée, ou un qui était nommé, devait venir dans les mains de chacun, puis il devait déposer une bague ou pas une bague, puis qu'on était mariés. La main chaude. Mais c'était des jeux anciens, mais on a eu du plaisir. Et au point de vue après de votre parcours professionnel, en fait, vous avez pas fait vous avez appris le métier ici? Ah bah j'ai fait l'école d'agriculture. Hein. J'ai fait Marcelin, à Morges. J'ai fait des cours agricoles qui étaient à Changin, cours œnologiques, mais pas beaucoup. Mais ma formation, elle était... ouais, on a fait quand même... j'ai fait 3 ans, 2 hivers, non, ça fait 2 ans de formation à Marcelin, donc à Morges. Et puis après, on a eu une chance dans le canton de Genève. On avait des groupes qui s'appelaient les CETA, C-E-E-T-A, groupe d'études agricoles genevoises. Alors on était toutes les 7 de Russin, on avait formé un groupe,
Et on avait un technicien qui venait tous les mois savoir où on en était, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qui n'avait pas été. Vous voyez, on a fait ça pendant 15 ans. Et c'était fantastique. Vous étiez très liés, en fait, à tous les agriculteurs. Oui, on était très liés, on était liés. Il y avait un esprit d'entraide. Et puis de dire, t'as fait ça, t'as fait une erreur. Alors nous, on corrigeait. Vous voyez. C'était travailler en groupe. C'était tous les parents des jeunes de maintenant. Et ça nous a beaucoup aidé dans notre évolution. C'était une évolution terrible. Mon père, il ne faisait jamais de comptabilité. Et c'est là qu'on a commencé à faire une comptabilité réfléchie. Et puis on était suivi par un comptable qui faisait partie de ce groupe-là. Alors c'était l'évolution qui nous a poussé dans la technique et dans le côté rentabilité. Oui, parce qu'il y a eu des grands changements, il fallait des investissements importants. Des investissements, on est parti dans des cultures, nouvelles cultures, on a dû refaire les maisons. Là, la maison qui est derrière vous, là, ben celle-là, à un moment donné, il y avait des gouttières partout, l'eau coulait. Moi, mon premier boulot, mon travail que j'ai eu à faire, c'est de changer les tuiles, regarder tout. Bon, mais il y avait une évolution, on avait un peu plus d'argent que nos parents. Ouais. Vous avez dû acheter des machines. Alors après, il y a la mécanisation. Alors moi, j'ai commencé, on n'avait pas de tracteur, on était avec les chevaux. On mettait les chevaux pour tirer la faucheuse, tirer ci, tirer ça. Et puis moi, j'ai commencé en 63, j'ai acheté ma première batteuse. Et puis après, en 63, j'ai acheté le premier enjambeur. C'était la mécanisation. Mais cette mécanisation, elle était suivie par des techniciens. On avait des techniciens agricoles qui faisaient tout. Mais on était bien suivis. On avait un technicien qui nous disait attention, faites ça, achetez pas cet enjambeur. Puis c'était un bonbon. L'abandon des chevaux, mon père, il ne les comprenait pas. Mais ça, c'était une évolution. Bon. Et puis après, on a grandi. Moi, j'ai pu aussi après agrandir ma ferme. Le voisin, qui est M. Dussois, là, qui n'est plus là malheureusement, il travaillait à Verbois. Il a dit, il faut me reprendre tous ces terres et puis tu travailles. Alors ça m'a bien aidé. C'est comme ça que j'ai pu beaucoup évoluer. Donc du coup, vous aviez moins d'employés aussi? Non, j'ai toujours le même nombre d'employés que mes parents, mais on a grandi. Hein. On a grandi. Puis on a fait beaucoup de choses. On a fait des pommes de terre, on a fait d'autres cultures. Mon père faisait lait, vigne, c'est tout. Puis il avait pas la moitié de ce que je donne maintenant. Mais là, l'évolution, elle a été faite, mais très bien étudiée. On n'a pas fait d'erreur. Vous voyez, vous pouvez faire d'erreurs, tout d'un coup, vous partez dans une direction, puis ça ne va pas. Alors là, heureusement que je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas acheté une machine qui ne sert à rien. Ça, c'était impardonnable. Là, on a toujours bien calculé. Mais là, l'évolution aussi, elle est obligatoire. J'y pense souvent. Si on n'avait pas pris, j'avais gardé ce bétail. Moi, le bétail, je me ruinais avec le bétail. C'était des vaches qui n'allaient pas. Elles n'avaient pas de rendement lait. Il y avait des problèmes de vétérinaire. Ça ne marchait pas. Puis, je n'avais pas la fibre du métier paysan éleveur. Je le sentais. Par contre, culture de vigne, arbres fruitiers, pommes de terre, j'adorais ça. Vous avez été les premiers à faire la vente à la ferme aussi. Alors, et aussi ça, vous voyez, moi j'avais aussi cette fibre du contact avec les gens. Alors un jour avec ma femme, on avait abandonné le bétail, et puis le vin commence à clocher un petit peu à la cave. On avait la cave de Genève, qui avait des problèmes financiers, qui ne nous payait pas très bien. C'est là qu'on a dit, mais il faut se diversifier puis chercher autre chose. On est parti avec les ventes à la ferme. On est les premiers, tout le monde nous prenait pour des moitiés fous, quoi. Et puis, vous voyez, maintenant tout le monde le fait. Mais tout le monde n'aimait pas. Il faut l'aimer. On est tombé avec mon épouse, on adorait ça, le contact, alors qu'il y en a d'autres au village. Moi, j'aime pas, je veux pas faire ça, j'aime pas faire ça. Mais c'est ce qui nous a sauvés, pas sauvés, mais ce qui nous a fait bondir en avant. Parce qu'on était connus, puis maintenant, vous voyez, c'est ma fille qui reprend, elle a qu'à reprendre. Hein. C'était construit, c'était aménagé, il y a des choses à faire encore, mais c'est le but. Et puis, elle pourra y développer, elle peut encore y développer. Les chambres d'hôtes, c'était vous aussi? Chambres d'hôtes aussi, chambres d'hôtes aussi. Les chambres d'hôtes, c'était aussi une diversification de notre métier.
il fallait trouver un peu d'argent. On avait des bâtiments qui étaient plus exploités. J'avais fait ces chambres pour les vendangeuses et les effeuilleuses. Et puis, tout d'un coup, pendant 10 mois, elles étaient vides. Puis je me suis dit, mais il faut qu'on trouve un système. C'est comme ça qu'on a commencé à dire, on va louer. Sans penser, on ne pensait pas aux chambres d'hôtes, on a loué. Puis ils jouaient un peu comme vous voulez, puis on était à 30 francs la nuit, vous voyez, comme ça, rien du tout. Mais c'était 2-3 petits sous qui venaient dans la poche, puis qui nous permettaient de compenser ce que notre cave coopérative ne faisait pas. Parce qu'à un moment donné, comme je vous ai dit, dans les années 63, 64, ça marchait, ça montait. Puis après, avec notre coopérative, c'est descendu. Puis quand la descente, ça faisait mal. Alors là, c'est là qu'on a pu compenser avec les chambres d'hôtes et la vente à la ferme. Mais maintenant, le vin à Genève, il a la cote. Maintenant, ça va très très bien. Je dis, le secteur viticole, dans l'agriculture en général, le secteur viticole va bien. Et cette année, la récolte qui se présente, elle est merveilleuse. Et chacun va être content. Voilà. Mais il y a des moments, des années, c'était pas comme ça. Mais cette année, bon, l'année passée, il y avait le gel. Vous avez vu le gel, tout ça, on sort quand même de 2-3 années où il n'y a pas eu de rendement. Mais ça marche bien, la vente. Pour autant que vous fassiez une bouteille, que vous faites la vente à la ferme. Bon, votre femme aussi, elle fait des bonnes choses. Ça, c'est vrai. J'ai été bien accompagné. Et puis, il faut les deux. Il faut être deux ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, ça ne marche pas. Ce que j'ai dit alors, à ma fille, j'ai dit il faut être deux. Le mari doit être complémentaire. L'époux doit être complémentaire. Autrement, quand une vigne, lorsque vous travaillez la vigne, et puis qu'il faut aller vendre le vin, il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison. Alors, ma femme était toujours là. Comme s'il n'y a personne, puis que quelqu'un vient acheter la marchandise, il dit, on n'y va pas, ils ne sont pas là. Alors on était toujours disponible, et des fois le dimanche, à l'après-midi. Une année, on avait fait des pommes de terre. Là, la grange était remplie de pommes de terre. Au bout de l'année, on avait tout vendu. Mais les gens, le samedi, ils venaient chercher le samedi, dimanche. Le dimanche, on restait là pour accueillir les gens. Puis ils partaient avec 50 kilos, puis c'était des peu de sous dans le porte-monnaie, et puis ça nous permettait d'aller de l'avant. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis à Laurent, c'est comme ça, il faut continuer, il faut investir, mais pas trop, juste ce qu'il faut, pas trop, à mesure. Et qu'on a 2-3 petits sous, tac. Bon, vous avez du travail, vous avez beaucoup de travail. Ah, mais non, alors, je ne vais pas vanter, mais oui, on a dû comme y aller. Au début, quand elle a commencé mon épouse, le matin à 5 heures, on était debout. Et puis, on faisait les foins, tout ça, double culture. Les gens venaient sans rien nous déranger, tout ça, mais c'était un bonheur. C'était pas du travail, c'était du bonheur. Mais si c'est pas du bonheur, faut pas le faire. C'est ce que j'ai dit à Laurent. J'ai dit, si vous aimez pas, faut pas. Parce que les gens, ils y sentent. Ils sentent que vous êtes accoyant ou pas. Ça, c'est une chose, c'est à la base. Maintenant, c'est pour ça que dans les vignerons de Genève et autres, il y en a qui ne veulent pas vendre la bouteille. Ils ne veulent pas. Ils n'aiment pas les gens. C'est aussi un maraîcher. Il doit aimer l'accueil. Mais pour vendre ses tomates, ça ne marche pas. Mais il faut aimer. Dès que quelqu'un vient à la cour, il faut lui faire un sourire. Il ne faut pas le regarder de côté. En dehors de votre métier d'agriculteur, vous avez été aussi conseiller municipal? Oui, j'étais conseiller municipal puis adjoint à la commune. En quelle année c'était? Adjoint, j'ai fait. Je suis rentré au conseil en 1975. J'ai fait 12 ans conseiller municipal et puis j'ai fait 4 ans adjoint. Adjoint avec le maire, M. Siglet, qui est décédé maintenant. Et puis après, j'ai arrêté, j'aurais voulu continuer un peu, mais je le dis, vous pouvez le marquer, j'ai eu une déception. Je voulais agrandir la salle communale. Je voulais refaire certains investissements dans la commune, parce qu'on n'arrivait pas, on n'était pas bien monté. Et puis, dans le village, il y a eu un référendum, puis on avait perdu à 4 voix. Alors j'ai dit, puisqu'on perd à 4 voix, j'abandonne. Puis j'avais abandonné la place d'adjoint, puis j'étais revenu conseiller municipal.
Mais c'était une époque dans ma vie, ça, qui était dure parce que j'adorais me dévouer pour la commune. C'était mon dada. Mais ce coup de retrait là, qui m'a été donné, ça m'a marqué. Et j'aime encore bien ma commune, mais puis on voit l'évolution maintenant. J'aime bien Russin, je veux voir Russin évoluer, mais pas trop. Mais il fallait évoluer. On était encore dans le temps que j'étais conseiller municipal ou adjoint. On faisait des réceptions, c'est tout nous qu'on devait porter les tables, porter les chaises, on les mettait dans le bâtiment tout en haut. C'est un boulot énorme de préparation, des fêtes des vendanges. La première fête des vendanges, j'ai fait le matériel de la commune, mais on n'avait pas de matériel, on devait aller le chercher dans toutes les communes. On prenait les tracteurs, on allait les chercher partout. C'était 3-4 jours de boulot. C'est pour ça que je voulais cette évolution, puis il y en a qui ne l'ont pas comprise. Alors c'est là que après je suis revenu conseiller municipal. Mais j'aime bien la commune. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui étaient au conseil municipal. Oui, mais il y en a eu beaucoup. De mon temps, on était presque la moitié. Mais maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, il n'y en a plus un. Puis, ce que je regrette un peu de la part des jeunes agriculteurs, c'est qu'ils veulent plus prendre leurs responsabilités. Il en faut dans la commune. Et il faut des agriculteurs qui sentent le côté agricole, le côté les chemins, les routes, tout ça. Ils ne veulent plus. Ils n'ont pas le temps. On me dit qu'ils n'ont pas le temps. Il faut le prendre le temps. Moi aussi, j'avais pas le temps des fois. Mais il fallait le prendre. Hein. On faisait son travail. Et des fois, je me posais la question comme je pouvais tout faire. Mais j'avais encore d'autres sociétés. Mais non, on y allait. On fonçait. Il y avait des enjeux importants. Il y a eu Verbois nucléaire aussi qui était un enjeu. Ah oui, Verbois nucléaire, c'était ma période quand j'étais au conseil municipal. Avec le maire, c'était Charles de Baillet. C'était une période très difficile, vous voyez, parce que j'ai un souvenir. On avait fait venir le responsable de l'agriculture à Berne, M. Jean-Claude Piot. Parce qu'on voulait, puisque la centrale se faisait là en bas, on voulait plus nos vignes dans le coteau, parce qu'elles étaient trop près de la centrale. Puis on voulait les mettre sur la chaume là-bas, mettre sur le plateau, quand on monte vers le bistrot. Donc on voulait mettre toutes ces vignes-là, puis abandonner le coteau. Alors il y avait des séances ici avec le directeur des services agricoles de Berne. Alors on devait une compensation financière. Oh, ça a été discuté. Puis après, il y a eu le vote qui était fait pour oui ou non à cette centrale, qui après s'est tombé. Puis on a pu discuter nos problèmes de vignes, mais normalement on voulait plus ce coteau. On voulait toutes les vignes là-bas. Puis nous on était tout contents parce que travailler ces coteaux, c'est difficile. Alors que le mettre là-bas à la chaume, c'était tout plat, les enjambeurs, c'était facile. Vous étiez plutôt pour la centrale? J'étais partagé, très partagé. Je me disais, oui, non à cette centrale, mais oui à l'effort. Et je ne veux pas vous dire, ce qui m'avait déçu, c'est qu'il y avait ceux qui étaient des opposants à fond, vraiment les opposants qui avaient raison, je comprenais leur principe, puis à ce moment-là, j'étais adjoint. Mais c'était les premiers qui ne voulaient pas faire l'effort, qui laissaient leur lumière toute la nuit, qu'on leur disait de faire quelque chose. Oui, personne ne voulait faire l'effort. J'ai dit, moi, je ne pouvais pas comprendre. Il faut que tout le monde voulait un avantage dans sa manière de faire à manger, des matériels électriques, et puis d'un autre côté, on voulait pas que l'électricité. Il en fallait de l'électricité. Alors je comprenais pas les deux choses. Je disais où on dit non à la centrale, mais à ce moment-là, chacun fait l'effort. Mais il y en a beaucoup qui voulaient pas faire l'effort. Le village était divisé quand même. Ah, divisé. Mais aujourd'hui, bon, je suis bien d'accord que ça s'est pas fait. Mais sur le moment, il y avait des avantages financiers énormes. Et puis, peut-être que notre vie aurait peut-être changé, on serait peut-être village, peut-être il aurait doublé, vous voyez, peut-être même triplé, parce que tout le monde, vous voyez, quand vous voyez ailleurs. Mais moi, c'était le principe de, oui, mais l'effort. On peut pas, alors, je voyais les premiers qui étaient les opposants à fond, oh non, on verra après. Ça, jamais pas. Mais c'est bien que ce ne soit... Alors maintenant c'est bien parce que vous voyez maintenant l'évolution, puis on a quand même
un village qui est bien, on a pu maîtriser tout ce qu'on a pu maîtriser, mais ça aura changé complètement notre vie. Hein. Ça, c'est vrai, hein, parce que là, aujourd'hui, je vous garantis, ça sera tout construit par là. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent tout près, qui veulent venir, parce qu'on aurait eu des avantages fiscaux. La commune aurait bondi en avant, comme on voit ailleurs. Mais, puis le risque, les gens, vous voyez, à peur du nucléaire, il aurait été pendant 10-15 ans, on n'y pense plus. Hein. C'est ce que ça sera arrivé. Mais ça aura tout modifié le bas, là. Oui, puis là, les alentours, tous les alentours. Le monde, la moitié des vignes auraient peut-être disparu. Ouais. Donc, ça a changé. Enfin, le village a changé, mais c'est resté quand même une évolution maîtrisée. Oui. Oui. On a Russan, c'est un village qui est un exemple pour ça, parce qu'on n'a pas évolué beaucoup. Moi, j'étais longtemps avec une population de 380 habitants. Hein, 380, puis maintenant, en 30 ans, on est à 540. C'est rien, ça, c'est rien du tout. Si tout le monde avait fait comme ça, mais Russan est un exemple pour ça. Puis je trouve que c'était bien, mais on est obligé quand même d'évoluer un peu, parce que, vous voyez, les sociétés, il a fait des vendanges. Bon, renouvellement avec les jeunes, il faut des jeunes maintenant. Il faut faire un appel avec tous les nouveaux habitants quand même. Moi j'étais pour, comme là où vous habitez, là, les terrasses, je trouve que c'était très bien. C'était boucher les trous. Vous voyez, il y a des trous, il y a ici encore des coins. Maintenant c'est bientôt tout bouché. C'est bien. Puis on arrive à 550. Alors est-ce qu'il faudra encore évoluer encore un petit peu? C'est pas pour le moment. Mais ça va pas devenir peut-être déclassé. Vous pouvez pas déclasser maintenant. Et les gens ne veulent plus qu'on touche la zone agricole. La zone agricole, elle est sacrée. Donc je ne pense pas qu'on va monter encore 550 comme on est, ça c'est le maximum. Pour moi, pour le moment. Peut-être l'évolution, mais aujourd'hui, je ne pense pas que la zone agricole, elle est sacrée. Elle est très protégée. Et puis, toucher, vous faites une construction dans une zone agricole sans demander, vous demandez, quoi. Alors, bon, restons comme ça pour le moment, puis on verra l'évolution, tout quand on est bon pour 10 ans. Là. Pour parler de la fête des vendanges, vous êtes un pilier de la fête des vendanges. Oui, alors ça c'est vrai, parce que j'ai fait partie des premières fêtes des vendanges officielles. Il y a eu 2 années qui ont été créées par la société, la jeunesse de Russin, et puis on a repris ça avec un comité. Alors ça fait, puisque j'en ai fait 54 je n'ai pas raté une. J'étais du premier comité. Quand on a fait, j'étais responsable des emplacements de la fête. J'ai vécu l'évolution qui était une grande histoire, mais une merveilleuse histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une petite relâche, mais c'est tout faux. Il faut continuer l'esprit. Le maire Charles Desbaillet disait toujours, la fête des vendanges lie les anciens habitants et les nouveaux. C'est vrai. Et ça, c'est vrai, je crois que vous en êtes placé pour le faire. Vous voyez, c'est ça, ça lie. Bon, alors chacun doit faire un effort. Ceux qui sont dans le village doivent venir faire un effort vers quelqu'un, puis ceux qui arrivent aussi. Et puis après, ça marche bien. Et la fête des vendanges, ça fait beaucoup pour ça. Et puis le vin, vous voyez, le vin, je dis toujours le vin, il rallie les gens. Alors qu'un verre de lait les pousse dans l'autre sens. Je suis méchant, mais je le dis. Bah oui, les caves ouvertes aussi. Les caves ouvertes, c'est splendide. Ça fait l'ambiance. Et on est bien ensemble. Moi, quelqu'un vient à la cour, on boit un verre. Hein, on va peut-être boire un verre dans un petit moment. Vous voyez l'hangar qui est là-bas derrière. Il y avait, mon père mettait de la paille, mettait du foin. Alors, c'était l'endroit où on pouvait faire des souterrains. Alors, tous les jeunes du village venaient là, puis on faisait des souterrains. Puis après, il est venu entre les Girardets qui avaient un hangar là-bas, qui faisaient des bottes de paille, qui faisaient des souterrains. Nous, alors on faisait une petite guerre entre la route du Mollard, votre quartier, et le quartier ici, Croix-de-Plomb. Alors on disait, tiens, on va se faire du Mollard. Alors on partait là-bas, pour détruire un petit peu leur souterrain, puis eux, ils venaient ici pour nous détruire nos souterrains. Alors on les attendait des fois. Alors quand il y avait la neige, on préparait des boules de neige, on les attendait avec les boules de neige.
Mais c'était entre les Girardets et des Bayets. Et puis là, il y avait le Ponépitaix. C'est les deux rives. Les deux rives. Ah non. Mais là aussi, là, j'ai un souvenir là, de château, parce que vous voyez, là, ça, c'est de la ferme du château. Donc, avant cette ferme, il n'y avait pas d'appartement. C'était les écuries. Il y avait 2 écuries, la grange, et puis l'appartement du berger. Et puis le bûcher à l'entrée, à droite. Donc, et puis, la maison où je suis, là, c'était la maison du thé. Les dames débaillaient, autres venaient discuter l'après-midi, puis ils tricotaient, et puis ils buvaient le thé. Et puis le château était à la réception. Donc on rentrait dans le château, pas par là-bas, on rentrait ici, chez nous, puis le bâtiment à droite, quand on rentrait, n'existait pas. Puis on allait au château avec les bagnoles. C'est pour ça que quand mon père achetait en 1933, tout était à vendre. Le château, la ferme. Et puis, je me rappelle, la maman qui avait les sous, mon père n'avait point, alors il y avait le château à vendre. Vous savez combien il était, le château, à ce moment-là? 10 000 francs. Château, 10 000 francs. Puis la maman, elle avait les sous, mais elle a dit, à ces châteaux, bah, tu sais, il y a des frais d'entretien, ça va coûter cher. Alors, ils ne l'ont pas acheté. Mais c'est resté toujours, c'était pas séparé comme maintenant. On pouvait aller de l'autre côté. Dans l'autre côté, on y allait souvent, vous savez pourquoi? Parce que Anton Desbayets, qui était le propriétaire de l'époque, il avait une grande serre là à côté. Il chauffait. Alors, il faisait au moins comme maintenant. On pouvait manger des raisins, on pouvait manger tous les légumes imaginables là-bas. Alors nous, on passait par-dessous. Du reste, il y a encore un petit coin là, une porte. On passait dessous, on allait là-bas, barboter. Tout ce qu'on pouvait prendre, on foutait le ballon là-bas, on allait manger ses fraises, ses fruits, et puis on revenait. Mais c'était au mois d'août, comme maintenant, au mois de juillet, tout content, jamais des fruits à ce moment-là. Puis alors, il avait des framboises, il avait toutes sortes de choses. On allait toujours de l'autre côté. Mais c'était notre vie d'aller passer par-dessus. Les parents ne voyaient pas, on passait, tac. Puis alors, on allait dans la serre, on lui piquait des raisins là-bas. C'est des belles grappes, je les vois toujours ces grappes. Raisins dorés, là. Si vous parlez de ça, pendant la guerre. C'était unique. Alors, tous les gens, ils savaient que les jeunes de Russa, château à Russa, ils parlaient château. C'est pas là, il y a le château aussi en haut, mais il y a le château là aussi. Alors c'était le bonheur de vendre, de voler, quoi, de voler les fruits. C'était pas de l'argent, c'était les fruits. Mais tout content de manger. Parce que vous voyez, notre plaisir, c'était de manger une pomme. Mais c'était pas les Golden, voilà. C'était des pommes acides. Vous prenez ça, ça vous piquait le visage. La lèvre était enflammée. Et puis, mais on était content. Le petit cornet de Noël qu'on avait par les voisins et ma mère, c'était 2 noix, 3 noix, un peu de noisette, puis encore, et puis une pomme qu'elle ramassait sur l'arbre, puis qui était horrible à manger, vous voyez, c'était ça. Puis quand on avait des fondants, ben c'était déjà quelque chose de merveilleux. Voyez. Alors on n'avait jamais le fondant, mais on se contentait de ça. Mais cette période, on n'avait pas grand-chose, et on avait la peine à être content, parce que, mais on ne se pétait pas. Vous ne pouviez pas comparer non plus, vous non, on ne peut pas comparer, ça. Voilà, avec ça, il n'y avait rien d'autre. Quand on mangeait, mon frère il y avait un cerisier qui est là en bas de Russie, il existe encore. Le cerisier, il n'a jamais eu des cerises mûres, parce qu'on les prenait avant. Parce que le plaisir, c'était dans le milieu de l'école, monter sur le cerisier, puis prendre des cerises vertes claires, comme ça. Mais on mangeait ça, parce qu'on était avide de fruits, on voulait manger les fruits, puis avoir une bonne cerise. Alors c'était quelque chose de... Mais on ne les laissait pas mûrir. C'est là que mon frère, il a chopé la fièvre urticaire, parce qu'on mangeait toujours du fruit qui n'est pas mûr. Mais c'était le bonheur. Un pruneau, on ne le mangeait pas mûr, tout. Parce que bondissait sur les fruits, parce qu'on n'en avait jamais un fruit. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir des cerises, d'avoir des fraises comme on a maintenant. On n'avait pas de fraises. Il y avait de l'oseille dans le jardin à côté. C'était un jardin avec de l'oseille qui faisait les bordures. Voyez. Puis cette oseille, du raisin qui la sert pour faire certains mets.
Nous, on la coupait pour la donner aux cochons. Mais nous, on en mangeait autant que le cochon, parce qu'on adorait manger ça. Parce que manger ça, c'était manger. C'était content d'avoir quelque chose à manger. Mais normalement, ça partait pour les cochons. Mais l'oseille. J'ai vu l'autre jour un menu à l'oseille. J'ai dit, ça m'a fait drôle. Il y avait autre chose encore qui vous revenait? Par là j'ai parlé du château. Le château, c'était quelque chose, vous voyez, parce que d'aller de l'autre côté, je reviens sur le château, parce que il y avait c'était une maison de maître, vous voyez, il faut reconnaître. Le château, on pouvait descendre juste là-bas en bas la route qui va à la plaine. On remontait, il y avait des petits sentiers. Il y avait aussi, dans ce sentier, Antoine Desbaillet avait de l'eau courante, puis il mettait des poissons rouges. Ces poissons rouges, puis il les surveillait, tout, il leur donnait à manger, puis c'était ça. Oui, c'était une maison de maître. Puis nous, c'était le jeu de prendre une fourchette, puis on partait 3 ou 4 là-bas dans le petit sentier, puis on essayait de choper les poissons. Puis 2-3 fois, on en a chopé, puis papa Desbaillet, qui ne voulait pas trop nous chicaner, il dit, je crois que ça doit être les gamins, il en parle à mon père. Mon père n'a jamais été plus loin, mais il pensait bien que c'était de nous. On le chopait, puis on le foutait loin. On ne voulait pas le manger. Puis alors pour l'avenir, vous avez des projets, donc maintenant avec votre fille a repris? Oui, alors maintenant la fille, on est en train de faire justement les partages ces jours, parce que j'ai jamais pu faire trop à l'avance, parce que c'est Laurence qui a modifié. Elle est partie dans la médecine, et puis moi, quand j'ai eu 65 ans, j'ai arrêté. J'ai loué ma campagne aux jeunes du village. C'est ce que j'ai divisé la campagne à tous les jeunes. Puis après, ma fille a décidé de revenir. Alors, ça a tout changé. Heureusement que je n'avais pas cassé les affaires. Et puis maintenant, faut que je lui remette les terrains. Le bâtiment, je suis en train qu'elle prenne le bâtiment. Par contre, il faut que je fasse le partage avec les deux autres filles. Ils sont 3 filles. Ça se fait, d'ici la fin d'année, c'est fait. Comme ça, elle sera chez elle. Et puis, chacun, mes 2 autres filles ont ce qu'il faut. Mais ça a tout modifié ma manière de voir, parce qu'à un moment donné, en 65 ans, il y a 20 ans, j'ai dit, ma ferme, elle tombe. Pour ça, je l'avais divisée entre les 5 du village. Puis elle a décidé d'en venir. Moi, je suis content, parce que y a un but. Quelqu'un qui reprend, et puis c'est comme on l'a structuré maintenant, avec les chambres d'hôtes, la vente à la ferme, tout ça. Eux, ils ont les châteaux rigolos, d'animation. C'est très complémentaire. Ça, vous voyez, vivre uniquement l'agriculture, ça n'ira pas, c'est pas assez grand. Mais aujourd'hui, avec les 3 sources, il y a 3 secteurs. Chambre d'hôtes, viticulture et château rigolo. Si un secteur ne va pas, l'autre va. Ça va très bien, ça va bien ensemble. Et puis j'ai des gros problèmes maintenant, j'arrive pas à reprendre mes terres. Je les ai loués aux jeunes des villages, puis ils ne veulent plus les lâcher. Ils me font des misères énormes, que j'aurais jamais pensé avoir des problèmes comme ça, alors que en l'an 2000, quand j'ai arrêté, j'ai fait des parts pour que chacun ait quelque chose, les 5 du village. Ça a été un gros travail pour moi, alors que j'aurais pu louer à tout à un, puis terminer. Et puis total, j'ai rien des ennuis. Alors maintenant, on est en train de discuter ces ennuis. C'est pour ça que je n'ai pas fini de classer avec mes enfants, parce qu'il faut qu'on règle ces problèmes de location. Et c'est là. Et, les histoires, ça me fait... Bon, ça va se décider. Toute la fin d'année, je crois que ça sera classé. Mais ça a été un gros problème pour moi, parce que moi, quand j'ai pris la retraite, à 65 ans, j'étais sûr qu'il n'y aura personne qui reprendrait, que je louais tout au jeune village. Puis ma fille est bien, ma fille est revenue, bravo, puis heureusement, parce que c'est pas facile elle était responsable de laboratoire médical aux Avanchères, elle a fait beaucoup de choses, puis tout d'un coup elle dit je reprends. Et moi puis nous, ça nous a soulagés, parce qu'on arrive à un moment donné, là, il y a une dizaine d'années, là, moi, je n'arrivais plus à suivre. Hein,
je vais avec ma femme faire le boulot, hein, faire les lits tous les matins, il faut être là. Hein, puis le matin, elle se lève à 6 h le matin pour faire les lits. Vous voyez, quelqu'un part, il faut faire pour qu'il arrive. Et puis elle ne veut pas prendre quelqu'un. Si vous prenez quelqu'un au prix qu'on demande, ça ne tourne plus. Alors maintenant, comme elle fait là, puis, ma femme est toute contente d'aller lui donner un coup de main aussi. Puis moi, je lui donne un coup de main pour les vides. Il y en a qui rigolent. Je dis, je lui ai aidé parce que je lui ai remis 2 hectares. 2 hectares, il faudrait qu'on fasse la bouteille. Peut-être qu'un jour, on va faire la bouteille pour que ça tourne encore mieux. Mais ça va bien parce que puis elle se donne. Non, d'avoir quelqu'un qui reprend comme ça, j'aime bien. Parce qu'il y a des fois, il y en a qui reprennent puis qui ne travaillent peut-être pas, qui ne veulent rien faire. Là, elle se donne à fond. Puis elle suit, puis elle aime bien accueillir les gens comme hier c'était minuit, là. Les gens partaient, elle était avec eux, là. Mais non, il faut aimer. Ça, c'est dans tout secteur. Hein. Ce que vous faites là, réception, c'est aimer, on aime. Hein. La photo, si vous ne le faites pas, vous n'aimez pas, il y a autre chose à faire. Mais quoi? Non, là, secteur, il y a... Moi, maintenant, comme c'est structuré, là, ça va aller, parce que... puis on avait une chance. Il y a une chose que je ne sais pas dire, mais je vais peut-être vous le dire pour finir, c'est... Le papa, quand il était ici, où l'emplacement où on est, c'était une terrasse, mais là, il n'y avait pas la terre. Les vaches sortaient, le parc venait juste là en haut. Alors, il y avait dans le coin, là-bas, il y avait les cochons. Ils venaient juste dans la grange, ils rongeaient, c'était un fouillis, un fumier par travers épouvantable. Il y avait le poulailler. Il y avait l'écurie des veaux, hein, pour élever les veaux, et les poules, et puis il y avait des arbres, puis on descendait. Alors ce qu'on a fait, nous, dès que Laurence est revenu, là, il y a 15 ans, on a mis 100 camions de terre pour remonter, pour faire une accueil. Puis le papa, tout était caché, la vue. Il ne savait pas qu'il y avait une vue comme ça. Puis quand elle a vu qu'elle a commencé à mettre de l'ordre, tiens, il y avait des arbres là qui cachaient tout. Il ne voyait pas. Et c'est pour ça que ce qu'on a fait là, il n'a pas pensé qu'un jour cette maison pourrait faire l'accueil. Parce que les gens, ils aiment bien venir déjeuner là. Ils aiment bien déjeuner. Avant, on n'avait pas le plaisir. Maintenant, ils viennent. C'est pour ça qu'il n'a pas pensé qu'on pourrait tirer ça, au lieu de mettre du bétail, mettre les gens qui viennent dormir et autres. Oui. Mais là, c'était tout caché. Moi, j'ai des photos là. Puis, oui, là, on n'était pas là, on y a tout remonté. Oui. Puis le séquoia, on lui a remis à peu près 1 mètre de terre, bien sûr. Non, c'était une autre vie. Dès que le papa il a vu ça, il ne pensait pas qu'on aurait pu tirer profit comme ça. Mais moi, j'y avais toujours pensé parce que j'adorais la vue, là, j'aimais bien. Papa, il n'aimait pas. Puis il avait caché, il y avait des lilas. Vous voyez, les lilas. Alors, c'était toute une haie de lilas aussi. Puis les cochons, je m'excuse du terme, il y avait de la merde juste dans les escaliers. Là. Les cochons, ils ronchonnaient. Puis ça puait, là. Ça puait. On n'osait pas venir là derrière, parce que ça puait l'excrément du cochon, l'urine, tout ça. Mais ça puait. Oh là là. Puis oui, les cochons, chaque fois, ils brassaient. Oh, mais quel fou. Puis il y avait un tas de ferraille là-bas au fond, le père. Il déposait la ferraille là-bas au fond. Là-bas, il y avait des serpents là-bas au fond. Non, c'était toute une autre vie. Il n'a pas pensé qu'on puisse... le coup d'œil qu'on a ici, là, cette vue, là, il s'en est pas rendu compte. Ouais, vous êtes bien. Non, je crois que j'ai à peu près fait le tour du sujet. Ouais. L'histoire de la cave, tout ça. Mais l'histoire de la cave, ouais. On peut en parler là, quand même, mais oui, c'était des épisodes. Moi, je suis un mordu de cette cave. Mais maintenant, je commence un peu à changer d'avis parce que cette coopérative, bon, c'était souder les gens, puis maintenant, tout le monde commence à partir les uns après les autres. Oui, puis on reste pas seul, mais l'esprit de cette coopération a diminué.
Alors moi, je suis pour la coopération. Je suis pour travailler ensemble et être avec les gens, tout. Puis maintenant, ça a bien changé. Alors je suis moins fidèle. Des fois, moi j'ai fait des efforts énormes pour eux. J'ai fait des réceptions là, pour la cave ici, pour faire la promotion des vins. Oh là là. Mais maintenant, je suis un petit peu diminué dans ce domaine-là. Mais ça a été un gros problème pour nous, parce qu'elle a eu des hauts, des bas. C'est un peu comme nous, on a commencé, il n'y avait pas d'argent, après ils ont eu une crise. Et puis maintenant, ça va bien. Maintenant, il faut reconnaître, ça va bien. Mais l'esprit a changé. L'esprit, il faut qu'il revienne coopérateur. Mais bon, on verra les jeunes. Mais c'est l'esprit aussi maintenant, dans tout le métier de viticulteur, les gens viennent individuels. Alors qu'avant, ce qu'on nous expliquait avant, on avait ces groupes, on se travaillait ensemble. Maintenant, ça n'existe plus. C'est chacun pour soi, et puis tant pis pour l'autre. C'est ça que Ça, c'est le grand changement. C'est le grand changement. Là, peut-être que les difficultés d'après la guerre, là, parce que c'était une grande difficulté, ont soudé les gens à travailler ensemble. Puis maintenant, il y a un peu d'aisance dans la vigne, il faut le reconnaître, dans la vigne, il y a quand même un petit peu plus de moyens. Ça a rendu individuel. On est venu individuel. Chacun pour soi. C'est dommage. Mais ça peut-être ça changera. Il y a des montées, des fois ça descend, ça reviendra. Peut-être je dis à ma fille, peut-être un jour, mais tu vois, ça changera tout. C'est la vie, mais il ne faut pas non plus que ça détruise. Il ne faut pas détruire. C'est pour ça que je suis content que ma fille revienne, parce que moi je sais que cette maison, elle a encore un sens de vivre, elle a un sens, elle a une fonction, puis une belle fonction. Jamais j'aurais pensé un jour que je ferais chambre d'hôte, monter la ferme, jamais. J'y pensais pas pour la guerre. Puis c'est venu par la force des choses. Là, l'orientation de l'agriculture m'a poussé à aller dans cette direction. Puis vous pouvez discuter avec tout le monde. Maintenant, quelqu'un qui ne veut pas faire ça, qui ne veut pas se diversifier, ben, il a des gros problèmes. Tiens, voilà ma femme. Bonjour madame, vous cherchez quelque chose? On a fini. On a fini.